Je ne nie pas du tout que reprendre une direction abandonnée il y a un siècle et demi n'a pas d'intérêt. On peut trouver des résultats extraordinaires à partir de ça, parce que la faiblesse principale de la science moderne, je pense, c'est l'oubli de sa propre histoire. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'importance de reprendre ça. Mais enfin, quand même. Alors voilà, la chose que je voulais dire, c'est ceci, c'est que dans ce que vous dites là, il y a essentiellement, à une ou deux allusions près, il y a des formules sur les forces en fonction des distances, des charges et des intensités. Bon. Comme vous le savez, l'électromagnétisme a évolué autrement. Il a évolué à partir des champs et des potentiels. Il y a une chose, je pense, dont on doit tenir compte absolument, et qui est un point certainement fondamental à la fois pour l'électromagnétisme et pour la mécanique. C'est que, à partir d'un certain moment, la dynamique analytique de Lagrange et de Hamilton a triomphé, et qu'elle a commencé et que l'électromagnétisme, à partir de ce moment, a été basé sur les potentiels et non pas sur les champs. Comme vous le savez, dans les équations de Lagrange, il n'y a pas de champ, et dans les équations d'Hamilton, évidemment, non plus, puisqu'elles sont une forme des équations de Lagrange. Or, comme la mécanique quantique et la relativité sont des théories hamiltoniennes, il n'y a pas de champ dedans non plus. N'est-ce pas? Toute la théorie repose uniquement sur des potentiels, et même il y a un moment où on fait un petit exercice de physique mathématique qui est assez compliqué pour montrer qu'on peut aussi trouver la force de Lorentz comme ça, n'est-ce pas? Et on sait que cet exercice n'est pas tellement simple, c'est un calcul un petit peu qui tient toujours une page dans les traités d'électromagnétisme et de mécanique hamiltonienne, pour montrer, ne vous inquiétez pas, on est aussi capable d'écrire la force de Lorentz. Et puis après, on n'en parle plus. Alors, je pense que cette façon de faire ne peut pas être négligée, puisqu'elle est à la base de toute la physique moderne. Alors, la remarque que je voulais faire est en fait basée sur la mécanique quantique. Si vous regardez l'une des formules de base de la mécanique quantique, qui est la longueur d'onde de De Broglie. La longueur d'onde de De Broglie, comme toute la mécanique quantique, ne parle pas de champ. Elle ne parle que de potentiel. Et qu'est-ce qu'on dit dedans? On dit que la fréquence, n'oubliez pas que c'est écrit en relativité, ça n'est jamais écrit en mécanique classique. Donc, en relativité, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on montre que la fréquence de l'onde du potentiel électrique, et comme l'énergie est donnée par la fréquence, par la formule de Planck, ça signifie que le potentiel scalaire de Lorentz intervient dans l'énergie. Au contraire, la longueur d'onde, elle, ne dépend que du potentiel magnétique. Enfin, bien sûr, elle dépend de la vitesse, etc., mais je ne parle que de la partie électromagnétique. L'électromagnétisme n'intervient dans la longueur d'onde que par le potentiel magnétique, et pas électrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la longueur d'onde, et donc le phénomène d'interférence lié à l'onde, les potentiels électriques n'intervenant pas, ne pourra pas intervenir
sous la forme de force, sous la forme d'énergie, je veux dire, de changement d'énergie. Parce que le potentiel magnétique n'intervient pas dans l'expression de l'énergie. Oui, dans celle de l'impulsion. Comment? Dans celle de l'impulsion. Il intervient uniquement comme une impulsion. Or ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment que ça veut dire que en réalité un phénomène comme le phénomène de Aronoff et Bohm ne fait pas intervenir l'énergie de l'électron. Il ne fait intervenir que des impulsions et en réalité, il ne fait intervenir que non pas un mouvement, il n'ajoute pas un mouvement à l'électron, il intervient seulement dans le choix différent que trouvera l'onde dans l'espace pour trouver les points dans lesquels les ondes émises par les deux sources cohérentes, les points dans lesquels ces ondes pourront devenir cohérentes et créer les franges claires. Alors, je vous dis ça pour la raison suivante, c'est que dans tous les raisonnements que l'on fait là, il faut, je pense, à un moment donné quand même, se raccorder à des phénomènes trouvés très longtemps après, très au-delà, des phénomènes qui étaient étudiés par les grands physiciens qui ont donné naissance à ces formes de l'électrodynamique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas indéfiniment parler de courant, de force, etc., parce qu'on sait que l'électromagnétisme intervient dans des phénomènes qui sont beaucoup plus compliqués que ça, n'est-ce pas? Par exemple, s'apercevoir que le nombre C est la vitesse de la lumière, c'est bien, mais disons maintenant, il y a toute une science qui est construite dessus, et une science qui est même beaucoup plus grande que la théorie électromagnétique de la lumière que Maxwell a faite dessus. Et que par conséquent, je pense qu'on ne pourra pas comprendre la fécondité éventuelle de ces électrodynamiques si on n'arrive pas à rattraper en quelque sorte l'état de la physique actuelle, plus ou moins, n'est-ce pas, disons l'état de la physique du XXe siècle, quoi. C'est déjà. Je peux dire deux choses sur ça. Première fois, il y en a aussi en l'électrodynamique de Weber, les Lagrangiens et les Hamiltoniens de Weber. Ça va obtenir la première fois pour Karl Neumann, le fils de Franz Neumann. A publié, ça va aussi la première fois en physique avec une Lagrangien et Hamiltonien dépendant des vitesses. Et pour l'électrodynamique de Weber, le Lagrangien et Hamiltonien de l'électrodynamique classique, c'est plus postérieur, face quasi 5 ans d'après. Et sur ce sujet ici, je suis d'accord avec vous. Par exemple, en enfant, je crois que l'explosion d'ampères serait la responsable pour ce phénomène. Mais d'après que je suis arrivé à ce résultat ici, que la composante longitudinale n'existait plus, je n'ai plus une explication. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ici. Je crois qu'il n'est pas Ampère. Et je crois aussi qu'il n'est pas Grassmann. Mais je ne sais pas quelle force peut expliquer ce phénomène très vieux. Mais d'après ce que je sais, ce n'est pas Lorentz non plus. Je crois que ce n'est pas Lorentz aussi, parce que Lorentz
il n'y a pas de longitudinal force. Mais il est inadmissible qu'il n'y ait pas une théorie claire d'un phénomène aussi simple. Excusez-moi, Je mais là, connais beaucoup de gens qui ont essayé, par exemple, ils ont dit que c'est une onde de choc. Mais ils ont dit que est le phénomène de Joule. Mais les gens disent ça seulement qualitatif. Ils ne font pas quantitatif et ils sont d'accord avec l'expériment, je ne connais pas. Quelques quantitatifs. justement pour cette expérience, l'équilibre qui a lieu, c'est en régime permanent. Non. Il est même en régime dynamique. Oui. Quand vous faites le calcul, vous calculez que c'est toujours égal en Non, dynamique, en permanent. Non, pour Ampère a seulement travaillé avec courant constant. Et alors, en principe, on peut dire qu'on ne devait pas utiliser la force d'Ampère quand le courant est variable, comme ici. L'expériment n'est pas avec courant constant. Mais quand on enfin met la force de Weber, on peut dériver la force d'Ampère même quand le courant n'est pas constant. En principe, on peut utiliser quand on Mais la rupture du fil est une conséquence d'un courant variable. Peut-être, je ne sais pas. Mais il y a aussi, ils disent... Dans les applications techniques, c'est certain. Oui. Les applications techniques sont sur une rupture de courant. Et aussi, ils disent expériment ici. Ça se fait la première fois par un cube ici. Oui, mais enfin, la séparation des deux éléments s'explique aussi par la force transverse de Laplace. C'est Laplace le premier avant Grassmann qui a donné cette formule. Oui. Et maintenant, comme est-ce que je disais, on peut ça éclairer d'autres manières. Parce que avec Grassmann, ce n'est pas possible seulement des interactions ici. Mais quand on calculait aussi la force que la pont d'Ampère fait en si même avec Grassmann, ça c'est un peu étrange. Mais et c'est ça la théorie que c'est compatible avec Lorentz. Oui, Parce que avec Lorentz, on ne peut pas dériver la force d'Ampère. Et je crois que c'est pour cet motif que en presque tous les livres d'électrodynamique moderne, on a oublié complètement la force d'Ampère entre éléments de courant. Parce qu'on ne peut pas dériver cette expression ici font la force de Lorentz. Et je suis d'accord avec vous que un gros problème de physique, c'est qu'on a oublié l'histoire de physique. Oui. Écoutez, j'ai écrit un papier pour montrer que si on postule que dans un circuit, il y a une tension au sens de la statique des fils, dont l'expression est T égale IA. I, c'est l'intensité du courant, et A, c'est le potentiel vecteur exprimé dans la jauge adhérente aux sources, c'est-à-dire simplement IDL divisé par R sur R. Eh bien, on montre qu'en servant de la statique des fils, il y a une densité de force linéaire qui se déduit de ça, par dt sur dl. Eh bien, on démontre que l'expression obtenue est intégralement équivalente à la force de Grassmann. Si on intègre sur le circuit entier, c'est équivalent. Oui, c'est une autre possibilité. Mais aussi, dans ces cas, il y en a possibilités d'explications différentes. Par exemple, quelques expressions on doit utiliser pour les potentiels magnétiques. Ah oui. Il y en a l'expression de Neumann. Il y en a l'expression de Weber. Aussi pour l'énergie magnétique. Il y en a entre deux éléments de courant
on peut dire la force et aussi l'énergie magnétique. Il y en a des expressions de Karl Neumann, il y en a des expressions de Weber, il y en a des expressions de Maxwell. Dans les livres d'électromagnétisme d'aujourd'hui, il y en a une grosse confusion, je crois, parce que on n'utilisait pas cette expression. On fait, je crois, une grosse confusion. Je crois que ça dépend beaucoup de la jauge qu'on choisit. Une question de choix de la jauge. Oui, ça aussi. Gauge de Coulomb, gauge de Lorentz. Il y en a beaucoup. Et il y en a des gens qui disent qu'ils sont toujours égaux, mais il y en a des gens, peut-être Louis de Broglie, qui a dit que non, qu'on peut décider quelle gauge c'est meilleur. Si c'est les gauges de Coulomb ou le texte. Les choses, l'électromagnétisme, on ne comprend. Je crois que si on veut avoir l'action-réaction, il faut se servir de la jauge adhérente à la source. C'est-à-dire Q sur R, qui est la jauge de Coulomb pour la charge Q, ou la jauge DL sur R, c'est le potentiel magnétique. En ce moment-là, on a automatiquement l'action-réaction. Oui, je suis d'accord, mais quand on lit les modernes textbooks d'électromagnétisme, ils disaient autre chose. Oui, je sais. Et alors, Oui. je crois qu'il y en a beaucoup de confusion Oui. en électromagnétisme aujourd'hui. Même pour expérimenter simple comme ici. Excusez-nous, là on discutait Oui. entre nous. Et donc si vous prenez donc le formalisme disons, de Weber, vous n'avez plus besoin de la relativité. Non, il n'a plus C'est besoin de mais- la relativité. c'est Oui, incompatible. mais enfin ça n'a rien à voir en quelque sorte. Et est-ce que vous arrivez à retrouver les mêmes résultats? Vous arrivez à retrouver comment est-ce que vous interprétez la relativité dans ces termes-là? Parce que si c'est une théorie plus, c'est mieux. On sent, je suis d'accord avec vous, physiquement, c'est mieux. C'est une autre théorie que c'est pas la relativité. C'est même de incompatible. Einstein. C'est même incompatible. Oui. C'est pas la même. Non, je suis d'accord, mais montrer- comment vous la Oui. regardez, la théorie d'Einstein, du point de vue de Weber? Ah. Parce que c'est ça le point intéressant. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec la relativité d'Einstein. Moi. Non, mais d'accord, mais Et la théorie de Weber n'est pas d'accord aussi. Parce qu'il y en a beaucoup de choses qui sont différentes. Et je peux montrer ici, par exemple, un résultat qui a été obtenu par Schrödinger. Schrödinger a un travail en analyse de physique. Schrödinger, analyse de physique, 1925. Elle voulait implémenter les principes de Mach. Schrödinger a dit que la relativité générale de Einstein n'est pas compatible avec les idées de Mach. Et alors, il a essayé une autre direction. Et elle a utilisé l'énergie potentielle de Newton et la correction de Weber. Mais elle ne connaît pas le travail de Weber, qui va plus vieux. Le facteur 3 n'est pas chez Weber. Fast 80 ans. Ouais. Et le facteur 3, Schrödinger a obtenu pour la précession de PDL de Mercure. Et Schrödinger a utilisé, elle voulait
dériver l'énergie cinétique, d'accord avec le principe de Mach. Et Schrödinger a aussi une sphère, une particule qui a une vitesse, et Schrödinger a intégré ces énergies et a obtenu ce facteur ici. Ça, c'est de Newton, une constante, et ça, c'est de Weber. Et ça, c'est proportionnel à la vitesse carrée. Et Schrödinger a dit qu'on peut interpréter ce coefficient ici comme la masse inertielle de la particule test. Et alors, Schrödinger a obtenu l'énergie cinétique des particules. Et ça n'est pas rien de liaison avec la relativité. Mais ça, c'est compatible avec les principes de Mach. Et ça, c'est direct l'énergie potentielle de Weber. Mais Schrödinger n'a pas travaillé mais en cette direction. Et ce travail va oublier. Mais maintenant, il va découverte de nouveau et on l'a traduit à l'anglais. Et maintenant, Ça diffuse. et aussi au portugais. Je crois que Weber n'est pas compatible avec la relativité, mais c'est possible une autre théorie qui peut expliquer la même classe de phénomènes. Oui. C'est dans le même esprit que ce que disait Georges. Il y a des quantités d'endroits dans la mécanique quantique où effectivement on voit réapparaître, ou bien on utilise la force de Lorentz. Et je donne un exemple. C'est le travail de Welton en 1948, je crois, qui dit que si dans le théorème de fluctuation-dissipation, on met la dissipation selon Lorentz, alors la fluctuation que l'on trouve, c'est la fluctuation qui est donnée par la loi de Planck. Donc, voilà un exemple, enfin naïvement ou pas naïvement, en tout cas, on est en présence de deux hippopotames qui s'affrontent, un hippopotame qui est Lorentz et l'autre hippopotame qui est Planck. Alors, je ne sais pas. Alors, ce que je sais, c'est qu'effectivement, sans rentrer dans les détails, on peut être tenté dans certaines circonstances de changer la loi du rayonnement, c'est-à-dire de ne pas utiliser la force de Lorentz. Mais ce n'est pas une question que je vous pose parce que je crois que personne n'a jamais regardé. Qu'est-ce qui se passe si on essayait de mettre là, à cet endroit-là, la force de Weber? Oui, la force de Weber. Qu'est-ce qu'on retrouverait de l'autre côté? Alors, est-ce qu'on trouverait un Planck ou non modifié? Enfin, bon, évidemment, c'est-à-dire que, je suis d'accord avec Georges, il faut aussi regarder tout cela à la lumière d'une physique plus contemporaine, et dans laquelle tout cela n'est pas innocent, et où on fait peut-être certaines choses parce que c'est commode et ça donne certains résultats, mais d'autre part, ce n'est pas toujours si facile que ça, et en particulier, on ne peut pas dire que la théorie du rayonnement en physique quantique soit si accomplie et si parfaite que cela. Elle a beaucoup d'ennuis. Oui, je suis d'accord, mais ça c'est un problème à donner à l'étudiant, c'est mettre Weber dans la formule de fluctuation-dissipation et voir qu'est-ce qui va se passer.
Non, je suis d'accord, mais qu'est-ce que je voulais démontrer ici, c'est que cette direction, c'est aussi moderne physique. Ce n'est pas seulement l'histoire de physique. Par exemple, ces expériments, Granoux, ici en Paris, Rémi Salmon, aussi avec Ampère, Grassmann, et il y en a beaucoup de choses qu'on peut faire et qui n'ont pas jusqu'aujourd'hui une réponse claire. Qu'est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qu'on doit utiliser ou non. Oui, mais ce que disait Georges, ce n'était pas que ça c'était de la histoire et qu'il fallait regarder la physique contemporaine. Je pense qu'il disait qu'en réalité, s'il y a des problèmes en physique classique, on va les retrouver en physique quantique parce qu'on a construit la physique quantique avec une certaine image de la physique classique. Donc, c'est comme une épidémie, hein, ça va s'arrêter là. Peut-être. Donc moi je vois un point faible, enfin faible, je ne sais pas faible pour qui, mais il y a un endroit sensible, que si on y touche, ça peut faire mal. C'est par exemple au niveau de la théorie du rayonnement, et en particulier de la relation de fluctuation-dissipation, qui est si importante quelque part pour la mécanique quantique. Je voulais peut-être ici en France que les gens parlaient plus du travail d'Ampère. Parce que en France aussi, je crois que la plupart des gens ont oublié complètement le travail d'Ampère. Parce que je pense que c'est très mal pour la physique. On dit, par exemple, que cette expression ici, sans courant de déplacement, c'est la loi d'Ampère. Mais qu'est-ce qu'Ampère a écrit? Ce n'est pas ça. C'est ça. Et ça disparaît. Il n'y a pas les textes. Et spécialement parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup d'expériments modernes, différents, qui discutaient cette force-là et qu'on a intégré ici. Mais aussi en France, je crois que la plupart des gens ne connaissent pas, et spécialement les étudiants. Et ça, c'est trop malade, je crois, pour dommage. L'image et les connaissances de physique. Pour moi, ça c'est plus mieux, plus bon que ça. C'est symétrique, c'est central, et obtenu pour expérience brillante d'Ampère. Grassmann n'a pas quelques expériences, a eu seulement en mathématiques. Et c'est un peu confus. On termine et puis on vous remercie encore. Et puis on va prendre un petit thé. Merci. Merci. Il se parle sur un livre, mais il n'est pas aussi fort que celui de Jackson. C'est un très bon traité de Tam. Ah oui, je connais son nom.